sommes en train d'enregistrer. Vous devez voir le support qui apparaît. C'est bon? Est-ce que Monsieur Leclerc, vous avez, Oui. En termes d'organisation, est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon, on peut y aller. D'accord. Alors, avant de passer la parole aux différents intervenants, donc bon, je suis Sophie Nègre, donc j'interviens pour le compte de la Directe, peut-être en duo avec Frédéric Leclerc s'il arrive à se connecter. Et puis je laisserai la parole effectivement à mes collègues du service public de l'emploi pour introduire le webinaire. Alors, pourquoi ce webinaire aujourd'hui? Dans le cadre du plan régional d'insertion des personnes en situation de handicap, qui est mis en place en Occitanie depuis 2017, donc depuis la fusion des régions, on a eu à cœur en fait de poser en fait l'enjeu de la montée en qualification des personnes en situation de handicap et de l'accès à l'apprentissage des personnes en situation de handicap au cœur des actions qu'on a mis en place dans le cadre du PRITH. Donc, il y a plusieurs actions qui ont pu être mises en place depuis 2017 dans ce cadre-là, soit avec des filières dédiées ou soit avec des réseaux plus dédiés à la jeunesse, dans le cadre d'un groupe dédié à l'orientation des jeunes ou dans le cadre de groupes filières, par exemple sur le numérique ou l'industrie agroalimentaire, voilà, différentes filières qui nous accompagnent dans le cadre du PRITH. Au moment de la mise en place de la réforme de l'apprentissage, donc à partir du courant de 2019, il y a un certain nombre de dispositions spécifiques pour les personnes en situation de handicap qui sont apparues. Donc, on en fera une part belle lors de cette intervention. On s'est aperçu quand même que les premiers chiffres montraient quand même un fort décalage de l'accès des personnes en situation de handicap à l'apprentissage et donc la nécessité vraiment de travailler autour de cette ambition. Donc, dans le cadre du plan régional d'insertion des personnes en situation de handicap, donc le PRITH Occitanie, on a travaillé à la mise en place d'un plan de mobilisation en faveur de l'apprentissage des personnes en situation de handicap. Donc, tout au long du premier semestre, avec un ensemble d'intervenants et d'acteurs, on a travaillé sur l'élaboration de ce plan. Et puis, une fois ce plan mis en place, à partir du deuxième semestre, on a mis en place un certain nombre d'actions qui sont mobilisées dans le cadre de ce plan. Donc, dans le cadre du plan, on a 5 axes particuliers. Donc, on a un axe sur construire et entretenir la connaissance de l'accès à l'apprentissage des personnes en situation de handicap. On a un deuxième axe sur l'appui et la professionnalisation des référents handicap du SPE au sens large et des OPCO. Donc, aujourd'hui, cette action se situe dans cet axe-là. On a un troisième axe sur le soutien à l'installation des missions handicap dans les CFA en complémentarité de l'existant. Donc, on y reviendra, mais c'est dans ce cadre-là que un certain nombre de CFA de la région ont été enquêtés par le biais de notre cabinet d'appui conseil Amios tout au long du mois d'octobre. On aura l'occasion d'y revenir. On a un quatrième axe sur l'accompagnement en fait, de la mobilisation des acteurs économiques et des intermédiaires, donc que sont les branches, les fédérations, pour les sensibiliser de façon forte à l'apprentissage TH et puis organiser effectivement leur mobilisation de façon très opérationnelle. Et puis, on a un cinquième et dernier axe sur le travail sur l'orientation des publics en situation de handicap vers l'apprentissage, puisqu'on sait que cette orientation n'est pas forcément très naturelle pour les personnes en situation de handicap et leur entourage notamment. Donc, c'est les 5 axes sur lesquels on a bâti le plan de mobilisation en faveur de l'apprentissage pour les personnes en situation de handicap. Et donc, le webinaire auquel vous assistez aujourd'hui fait partie de l'axe 2 qui correspond à la professionnalisation des acteurs,
puisque un enjeu de bonne connaissance en fait, de l'apprentissage de façon générique et de l'apprentissage pour les personnes en situation de handicap a été identifié. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a bâti cette action sous la forme de ce webinaire qui va se dérouler avec différents intervenants que je remercie par ailleurs d'avoir bien accepté de nous accompagner sur cette démarche. Merci, Madame Nègre. Je propose de passer la parole pour quelques mots d'introduction également aux différents opérateurs, interlocuteurs du service public de l'emploi. Peut-être Monsieur Andrieux pour Pôle emploi. Et bonjour à tous. Donc Pôle emploi, bien sûr, est extrêmement mobilisé pour soutenir le plan de relance aux côtés des différents partenaires. Donc les actions de Pôle emploi s'inscrivent en fait dans un double contexte. Bien évidemment, le plan gouvernemental #1 jeune une solution, mais également le projet stratégique de Pôle emploi, dont l'objectif principal est d'accélérer les recrutements et de continuer à faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Donc bien évidemment, avec une attention particulière pour les personnes en situation de handicap. Au niveau régional, je dirais qu'un plan d'action donc dédié à l'alternance a été déployé dans l'ensemble des agences aujourd'hui. Deux objectifs principaux dans ce plan d'action régional: intégrer l'alternance dans le parcours du demandeur d'emploi comme opportunité d'embauche et promouvoir l'alternance comme solution pour répondre aux besoins de recrutement des employeurs. Donc concrètement, l'objectif de ce plan d'action, qui a des visées tant en interne qu'à l'externe, consiste à développer le réflexe de l'alternance. Voilà un réflexe qui est aujourd'hui de plus en plus ancré auprès des conseillers en agence. Au-delà du réflexe emploi direct et du réflexe formation, voilà, ce réflexe alternance aujourd'hui se développe dans l'ensemble des agences. C'est bien évidemment aussi mieux informer, préparer et outiller les candidats avant leur rencontre avec des professionnels, avec des ateliers ou des prestations dédiées. Bien sûr, promouvoir l'alternance, et là avec de nombreuses actions internes et des actions également partenariales. Et bien sûr, soutenir les entreprises qui recrutent, et en particulier sur les métiers en tension. Donc s'engager aux côtés des entreprises pour leur permettre de rencontrer des candidats à l'alternance, ce qui signifie aussi, chez nous, d'informer les demandeurs d'emploi pour que nous puissions les repérer et organiser à la fois des salons et des forums dédiés à l'alternance. Nous avons beaucoup de salons en ligne, aujourd'hui le contexte oblige, dédiés à l'alternance au niveau national mais également au niveau régional. Et puis en quelques mots, des actions aussi que nous avons appelées touches mobilisées, spécifiques jeunes ou spécifiques alternance, qui sont organisées par toutes les agences de la région. Donc chaque semaine, des rencontres organisées, alors bien sûr dans le strict respect des consignes sanitaires, et en dédiant chaque mois au moins un événement public jeune dans le cadre du plan #1 jeune une solution, en intégrant bien sûr toutes les problématiques relatives aux personnes en situation de handicap. Donc concrètement, des demandeurs d'emploi préparés rencontrent des employeurs, des fédérations, des organismes de formation. Le but, leur faire découvrir l'alternance, les accompagner si possible vers un emploi en alternance, et les aider aussi à identifier des professionnels. Tout ça en partenariat, en coopération bien sûr avec les partenaires du SPE. Également concrètement avec les entreprises, un travail sur les offres non satisfaites, notamment les offres non satisfaites à 30 jours, en proposant de transformer ces offres en contrats en alternant, en valorisant bien évidemment les aides gouvernementales, et puis en travaillant également en proximité avec les CFA pour là aussi satisfaire les offres en apprentissage sans candidat. Voilà, donc concrètement, beaucoup de choses qui se développent en agence, la mise en place, par exemple, d'équipes dédiées alternance, des newsletters, la communication sur les réseaux sociaux. Voilà, donc Pôle emploi qui est extrêmement mobilisé, c'est, je crois, ce qu'il faut retenir aujourd'hui aux côtés des différents partenaires. Merci, Monsieur Andrieux. Je propose de passer la parole à Monsieur Abitboul pour KEOPS et le réseau des Cap Emploi. Merci. Donc, Jean-Luc Abitboul, je suis le délégué régional de KEOPS Occitanie. Donc, je représente les 13 Cap Emploi qui interviennent en partenariat avec Pôle emploi et la mission locale sur la thématique de l'emploi des personnes en situation de handicap, puisque les Cap Emploi, comme vous le savez, j'imagine,
accompagne uniquement des personnes en situation de handicap. Le sujet de l'alternance est un sujet particulièrement important pour les conseillers Pôle emploi dans la démarche d'accompagnement, étant donné que, comme vous le savez aussi, j'imagine, la particularité des publics en situation de handicap, c'est que majoritairement, pas uniquement, mais majoritairement, sont des personnes qui présentent des problématiques de santé, conséquence d'une rupture après et qui nécessite une reconversion professionnelle. La reconversion professionnelle donc génère la plupart du temps la nécessité d'une modification, d'une recherche de poste qui soit plus adapté et compatible avec l'état de santé. Et donc le contrat d'apprentissage ou l'alternance de façon globale constitue une véritable opportunité, une véritable solution qui permet à des personnes d'opérer cette reconversion professionnelle. Donc l'apprentissage est un véritable outil qui est mobilisé par le réseau des Cap Emploi, environ 200 salariés sur le territoire de l'Occitanie sur le réseau des Cap Emploi. C'est une opportunité aussi de par les éléments particuliers de l'apprentissage et l'accès de l'apprentissage pour les publics en situation de handicap en termes de limite d'âge, choses qui seront évoquées un peu plus tard dans notre intervention. Avec la nécessité parfois d'opérer, d'organiser les solutions qui permettent de pérenniser ces modalités d'apprentissage, que ce soit sur le contrat lui-même ou sur les contrats qui peuvent être organisés à la suite de ce contrat d'apprentissage. Donc, solutions de compensation, des solutions pour adapter le poste de travail en partenariat avec notamment les possibilités de financement de l'AGFIP. Voilà, donc je ne serai pas beaucoup plus long pour dire que c'est un sujet extrêmement important pour nous, une modalité extrêmement particulièrement pertinente et qui trouvera aussi son illustration la semaine prochaine dans le cadre de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. De nombreuses actions vont être menées sur l'Occitanie comme partout en France. Et une fois de plus, comme chaque année, de nombreuses actions seront tournées pour valoriser l'apprentissage sur les accompagnements des personnes en situation de handicap. Merci, Monsieur Abitboul. Et donc, pour terminer ces mots d'accueil, je laisse la parole à Monsieur Julita de l'Association régionale des missions locales. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Michel Julita, animateur régional au sein de l'Association régionale des missions locales qui regroupe les 26 missions locales de la région Occitanie. Il est effectivement tout naturel pour nous de confirmer notre implication dans ce plan d'action du PRITH sur l'apprentissage. Je dirais à deux titres. Sur la question du handicap, les missions locales et les conseillers sont de plus en plus confrontés à cette question au sein de leur structure. Chez les jeunes, c'est une véritable problématique qui se pose de plus en plus. Et le deuxième axe évident, c'est sur celui de l'apprentissage. Nous sommes évidemment acteurs du plan de relance. Et donc, nous développons tout un nombre d'actions en partenariat sur les questions de l'apprentissage. Donc, il est tout naturel pour nous d'être présents. Nous travaillerons en partenariat, bien entendu. Sur la question de l'apprentissage, j'ai un petit peu regardé. Sur les jeunes en situation de handicap, au 31 octobre, on est en progression de 15% de jeunes qui sont rentrés en apprentissage pour des jeunes inscrits en mission locale. Donc, c'est un bon signal dans un contexte de démarrage fort de l'apprentissage, cette rentrée 2020. Donc voilà, un petit peu rapidement et dire que nous serons effectivement disponibles pour travailler en partenariat avec tous les acteurs autour de cette question. Merci, Monsieur Julita. Je propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet et d'aborder donc successivement quelques éléments d'abord de chiffres clés sur l'apprentissage en Occitanie. Et je laisserai la parole à Monsieur Molérac de la Directe, qui abordera également à la suite les mesures nationales en faveur de l'apprentissage, notamment dans le cadre de la réforme récente et puis plus récemment de la crise sanitaire. Monsieur Lopez de la Directe également abordera ensuite les nouvelles dispositions au sein des CFA, notamment suite à cette réforme de l'apprentissage, ainsi que les éléments relatifs au contrat d'apprentissage aménagé. À la suite de quoi, donc, on abordera les aides, mesures et accompagnements mobilisables auprès de l'AGFIP et du FIPHFP pour les personnes en situation de handicap en apprentissage, avec Madame Nadine Blanc
la GFIP et Madame Lucie Bousquet qui représente le FIPHFP aujourd'hui. Et enfin, pour terminer, quelques éléments relatifs à la compensation du handicap avec Monsieur Patrick Borde de la GFIP. Voilà, donc je laisse la parole à Monsieur Molérac de la Directe pour ces éléments sur les chiffres clés de l'apprentissage en Occitanie. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Pierre Molérac, je suis référent apprentissage à la Directe Occitanie. Et voilà, comme ça a été évoqué à l'instant, je vais commencer par vous évoquer quelques chiffres clés, quelques enjeux de l'apprentissage en Occitanie. Je vais commencer par vous présenter les chiffres propres à l'apprentissage en général, et ensuite j'essaierai de faire un parallèle et de parler des chiffres clés de l'apprentissage pour ce qui concerne les personnes en situation de handicap. Alors, l'apprentissage, il faut savoir que l'apprentissage est sur une excellente dynamique, c'est-à-dire qu'on est sur un dispositif qui a vraiment le vent en poupe, puisque le nombre d'apprentis depuis plusieurs années, depuis notamment la mise en place d'une réforme importante en septembre 2018, progresse chaque année. Alors, pour vous donner quelques chiffres, au 31/12/2019, on était à 491 000 apprentis dans le secteur privé, ce qui représente une progression par rapport à l'année précédente de 18%, ce qui est assez considérable. Et ce que l'on peut également noter, c'est que l'apprentissage public suit totalement cette tendance, il est même très très proche, puisqu'on a un total de 14 700 emplois contrats signés, ce qui représente pour le coup une progression de 18,5%. En fait, on peut remarquer que sur les années précédentes, on avait également une progression importante de l'apprentissage de façon générale. Il faut cependant considérer que deux choses importantes. D'abord, que le contexte sanitaire et donc du coup ses conséquences économiques jettent un trouble sur l'apprentissage, puisque forcément, on peut se dire que les employeurs ont plus de difficultés à embaucher et que du coup, on pourrait penser que l'apprentissage pourrait en pâtir. Également, on est dans un contexte de changement lié à une nouvelle réforme. Je le disais tout à l'heure, en 2018, on a changé tous les paradigmes de l'apprentissage, on a changé les acteurs, on a changé les façons de fonctionner. Et par conséquent, également, ça apporte des zones d'ombre en fait, à l'apprentissage, puisqu'on n'arrive pas vraiment à mesurer encore précisément en fait, l'évolution de l'apprentissage. Donc, en fait, on n'a pas de chiffres vraiment très précis à ce jour, on en a des chiffres, mais par contre, on a des tendances, on a des éléments sur le terrain qui nous remontent. Et ce que l'on peut voir de façon générale, encore une fois, sur l'apprentissage, c'est que les tendances, malgré la crise sanitaire, malgré l'impact de la réforme, et même je dirais plutôt grâce à l'impact de la réforme, sont assez positives et encourageantes. Aujourd'hui, quand on interroge les CFA, 56% estiment que le nombre de jeunes en apprentissage dans leur CFA est plutôt en augmentation, tandis que 28% estiment que le nombre d'apprentis par rapport à l'année précédente est stable et 16% estiment qu'il est en baisse. Donc, on est vraiment sur des chiffres qui sont plutôt encourageants. De façon générale, quand on interroge les acteurs de l'apprentissage se porte plutôt bien et il semblerait que la crise sanitaire et que le contexte réglementaire ne lui soit pas forcément défavorable. On va toujours de l'avant aujourd'hui en matière d'apprentissage. Mais là où ça va nous intéresser de façon plus précise, et on va passer à la slide suivante, s'il vous plaît, c'est vraiment les chiffres en matière de handicap, puisqu'effectivement, et comme c'était souligné un peu précédemment, malheureusement, les chiffres de l'apprentissage en matière pour ce qui concerne le public en situation de handicap, ne suivent pas finalement la tendance du niveau national et de l'apprentissage en général. Alors, si on regarde ce qui s'est passé entre 2017 et 2018, puis entre 2018 et 2019, on constate tout de même une progression de l'apprentissage en matière de handicap de 10% entre 2017 et 2018 en Occitanie, et puis un fort ralentissement entre 2018 et 2019, puisqu'on avait simplement 2% de progression de l'apprentissage pour les personnes en situation de handicap. Alors, ce n'est pas dramatique en soi, il n'y a pas une régression, cela dit. Effectivement, on voit bien qu'il y a un potentiel de faire beaucoup mieux, puisque l'apprentissage au global se porte bien, parce qu'il y a des mesures qui sont mises en place, et on le voit à plusieurs titres. On voit que le nombre d'employeurs disponibles pour prendre des personnes en situation d'apprentissage
est en progression de 13% entre 2017 et 2019. On voit aussi qu'il y a un nombre de créations d'écoles. Le nombre de CFA a fortement augmenté depuis la réforme de 2018. On les situe aujourd'hui à 251 centres de formation des apprentis en Occitanie. Donc voilà, on va dire que tous les voyants sont au vert pour que ça marche et ça devrait marcher mieux. Alors aujourd'hui, vraiment, l'apprentissage au niveau national, il concerne 4000 personnes pour les personnes en situation de handicap. C'est un chiffre que les pouvoirs publics souhaitent voir doubler. On souhaite vraiment voir cet apprentissage des personnes en situation de handicap prendre son envol, en fait. Donc, c'est ce que j'ai écrit. Cet objectif a motivé donc une mobilisation accrue des acteurs qui sont présents à ce webinaire dans le cadre du plan de mobilisation à l'accès des personnes en situation de handicap du PRTH pour l'année 2020. Et c'est tout à fait la raison de ce webinaire. Alors, voilà pour les chiffres de façon générale. Voilà un peu le contexte. Pour ma part, je vais maintenant vous présenter les mesures de l'apprentissage en général, pas forcément pour les personnes en situation de handicap. Ça sera présenté un peu plus tard dans le webinaire, pour vous montrer les mesures de façon générale qui favorisent l'apprentissage et qui doivent servir aux personnes en situation de handicap à s'intégrer dans ce dispositif pour accéder à l'emploi et pour que ça fonctionne. Donc, les mesures nationales en faveur de l'apprentissage, elles se composent de deux choses principales. D'abord, la réforme dont je vous ai parlé à l'instant, la réforme de 2018, qui a fondamentalement bouleversé le paysage de l'apprentissage, et le plan de relance dont je vais vous parler un petit peu plus tard, le plan Jeunes Solutions qui vient quelque part appuyer encore ces mesures pour maintenir la tendance, pour que l'apprentissage reste une voie en progression et que ça fonctionne bien comme ça fonctionnait les années précédentes. Alors d'abord, la mesure de la loi de 2018 qui a changé le décor. Alors, avant 2018, c'était la région qui était en charge de l'apprentissage et la région a fait un excellent travail, mais l'État a souhaité réorganiser ça d'une autre façon et confier le pilotage de l'apprentissage à de nouveaux acteurs. Un acteur qui a été créé spécifiquement pour cela, qui s'appelle France Compétences, qui est tout en haut au niveau national et qui a pour responsabilité d'organiser l'apprentissage, en tout cas de coordonner l'action des différents opérateurs de compétences, des différents OPCO, pour, au niveau financier, leur donner les orientations de l'apprentissage à appliquer et quelque part donner l'organisation de l'apprentissage au niveau national, à décliner ensuite par chacun des OPCO, des opérateurs de compétences, les 11 OPCO qu'il existe dans chaque région, qui eux sont chargés pour chacune des branches qu'ils représentent d'appliquer les mesures de l'apprentissage. Ils déclinent ces mesures au niveau des CFA, qui sont les centres de formation, les différents organismes de formation, les OPCO qui sont d'ailleurs également chargés de centraliser tous les contrats d'apprentissage pour les transmettre aux agences de services et de paiement qui sont chargées, elles, du paiement des aides qui favorisent l'apprentissage et qui sont en fait un élément moteur pour le développement de l'apprentissage au niveau national. Les mesures de la loi de 2018 sont nombreuses, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu un assouplissement de l'accès à l'apprentissage. Un assouplissement pour que vraiment ce soit quelque chose vers lequel les personnes puissent aller sans se poser trop de questions, même s'il en reste encore. Donc, on a un contrat d'apprentissage qui s'est rapproché du droit commun, du contrat de travail. On a simplifié certaines données essentielles comme la durée minimale du contrat qui a été ramenée d'un an à 6 mois afin de faciliter l'accès, afin de mettre un peu d'assouplissement dans tout ça. La possibilité d'entrer en apprentissage tout au long de l'année qui était une chose assez importante. Et enfin, la limite d'âge qui a été repoussée à 29 ans révolus. L'idée, c'est d'augmenter le public cible et on verra qu'avec le plan de relance, on a également encore augmenté le public cible. La loi de 2018 consacre bien sûr une des mesures essentielles en faveur de l'apprentissage qui est l'aide unique, l'aide à l'employeur pour embaucher, pour prendre un apprenti dans sa structure. Et donc cette aide unique s'adresse aux entreprises de moins de 250 salariés dans le droit commun. On verra que ça a peut-être un petit peu changé pour le plan de relance, qui embauche des jeunes préparant un diplôme pour un titre à finalité professionnelle,
équivalent au plus au bac. Donc, on s'arrête tout de même au bac au niveau de formation. L'aide unique, elle consiste en un versement d'une aide à l'employeur de 4 125 € pour la première année, 2 000 € pour la deuxième année, 1 200 € pour la troisième année. Ce sont des aides qui viennent prendre en charge en grande partie le salaire de l'apprenti et qui permettent à l'employeur de vraiment aller vers ce dispositif et de se concentrer sur la formation de l'apprenti et de ne pas avoir de réticence à prendre quelqu'un en apprentissage et vraiment de favoriser ce dispositif. Et on voit que ça marche puisque les chiffres sont très bons. Sur la diapositive suivante, je vais montrer en fait que les mesures nationales qui existaient déjà dans le cadre de dans la loi de 2018 ont été considérables, ont été bien renforcées en fait par le plan de relance, par le plan Jeunes Solutions, pour soutenir cette activité, parce que la crainte des pouvoirs publics, c'était vraiment de voir le contexte économique et sanitaire plomber l'apprentissage, et on n'en a pas besoin. C'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui d'arriver à maintenir quelque chose qui avait une bonne dynamique. Donc, le plan Ingénierie de solution, il concerne, il a pour but de soutenir l'apprentissage à travers une aide financière au secteur privé. Il est donc à noter que le secteur public non industriel et commercial, c'est-à-dire le secteur public administratif pur, est exclu du dispositif. C'est vraiment le secteur public industriel et commercial et le secteur privé qui sont visés. Il vise les contrats d'apprentissage qui sont conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Et alors, qu'est-ce qu'il a comme mesure essentielle, ce plan de relance, ce plan Ingénierie de solutions? Eh bien, il crée pour les entreprises une aide exceptionnelle au recrutement des apprentis jusqu'au niveau 7, au niveau master. Et donc, cette fois-ci, on voit bien qu'on élargit le public pour toucher plus de monde et pour inclure plus de monde dans le dispositif. On voit qu'il y a une volonté d'aller plus loin pour l'apprentissage. C'est les montants qui sont fondamentalement différents, puisqu'on parle maintenant d'une aide par an de 5 000 € pour un apprenti mineur et de 8 000 € pour un apprenti majeur. Donc, ce sont des aides qui sont déclinées mensuellement, qui sont versées chaque mois à l'employeur. Donc voilà, on augmente les aides qui sont allouées à l'employeur pour faire en sorte en fait qu'il n'y ait pratiquement plus de reste en charge pour l'employeur et que l'apprenti qu'il y ait vraiment une incitation pour l'employeur de ne pas prendre des apprentis. Et on voit que sur les tendances qui se dessinent depuis cette rentrée 2020, ça semble fonctionner. On a beaucoup de demandes. Alors, pour les apprentis, effectivement, il y a aussi des mesures incitatives. Le délai accordé à des apprentis qui avaient un objectif de formation qui n'est pas forcément d'entreprise avec laquelle signer un contrat, était dans le cadre de la loi de 2018 de 3 mois. Les apprentis avaient 3 mois pour trouver en fait un contrat d'apprentissage allié à leur apprentissage. Ce délai a été étendu à 6 mois pour, encore une fois, donner du mou, permettre à ces personnes d'aller vers l'apprentissage de façon plus sereine. Et puis, il faut aussi noter que pendant la durée pendant ces 6 mois, les apprentis bénéficient des droits accident du travail, maladie professionnelle liés au régime des stagiaires de la formation professionnelle. Le but, c'est de laisser les personnes de côté, ne pas avoir d'accident de parcours comme ça, où on n'aurait pas de couverture, et ça serait difficile. Un autre point aussi que je n'ai pas forcément écrit, mais qui est à souligner, c'est que aujourd'hui, les mesures de l'apprentissage s'orientent aussi vers des entreprises plus importantes. C'est-à-dire qu'avant, avec la loi de 2018, c'était vraiment les entreprises de moins de 150 salariés qui étaient concernées. Aujourd'hui, et dans certaines conditions, les entreprises de plus de 250 salariés peuvent également prétendre au dispositif de l'apprentissage sous réserve de plusieurs mesures, sous réserve de plusieurs conditions. Il faut qu'il y ait déjà un certain nombre d'apprentis, pas d'apprentis, mais de contrats type apprentissage à l'intérieur de leur effectif pour pouvoir prétendre à ces aides. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller plus loin. On voit bien sur le niveau de formation et sur les entreprises concernées par l'apprentissage, et pour vraiment étendre ce champ, aller plus loin et continuer de développer l'apprentissage qui est vraiment une mesure d'avenir. Je vous ai mis un petit lien en bas de cette diapositive qui permet de découvrir, d'en savoir plus en fait sur ce plan Ingénierie de solutions et de voir plus concrètement en fait les mesures qui sont présentées, mais on pourra en parler tout à l'heure également.
Voilà. J'en ai fini pour ma part pour vous présenter ma partie. Je laisse la parole aux personnes qui vont intervenir par la suite et puis je reste disponible. Merci, monsieur Molérac. Effectivement, je propose maintenant d'aborder le sujet des dispositions nouvelles au sein des CFA suite à cette loi du 5 septembre 2018, en laissant la parole du coup à monsieur Lopez, s'il peut se connecter. Oui, bonjour. Bonjour, parfait. Donc, merci en tout cas pour cette intervention. Donc, on est toujours sur la loi du 5 septembre 2018, mais il y a encore, comme vous allez le voir, des décrets à venir. Donc, elle est vraiment d'actualité et donc d'actualité dès qu'elle a mis en place, en effet, un référent handicap dans chaque CFA. Donc, c'est vraiment l'interlocuteur, bien sûr, du jeune, de l'employeur, mais aussi, on l'a vu dans les meilleures pratiques de toute l'équipe pédagogique, de même que pour le tutorat, on a commencé par des tuteurs et ensuite une fonction tutorale. On aura sûrement la même évolution par rapport au référent handicap avec vraiment une fonction handicap. Donc, pour l'instant, c'est en effet un début. Le référent handicap doit être aussi une ressource pour toute l'équipe pédagogique du CFA en matière de handicap. La majoration des coûts contrats, hein, bien sûr, pour favoriser l'accompagnement par le CFA. Donc, vous avez en effet le décret déjà de décembre 2018 qui sera encore d'actualité pour la première partie de 2020. Puisqu'il disait en effet de prise en charge par les OPCO d'une majoration dans la limite de 50% du niveau de prise en charge. Donc, selon les orientations, bien sûr, annuelles de chaque OPCO. Donc ça, en effet, c'était fortement lié aux orientations nationales et ensuite régionales de chaque OPCO. Et il restera en vigueur, et il est resté en vigueur pour tous les contrats avant novembre 2020. Pour les contrats après novembre 2020, il y aura en effet un décret à venir qui plafonnera la prise en charge à hauteur de 4 000 € par contrat sur justification d'un ou plusieurs modules décrivant les besoins de compensation. Donc ici, on voit quelque chose d'un peu plus précis et vraiment qui centre sur les besoins de compensation individuelle de chaque apprenti. Et ce n'est pas une somme comme ça pour la somme, c'est bien en effet adapté à un ou plusieurs modules qui seront décrits et qui seront justifiés pour intervenir et qui déclencheront en effet la prise en charge à hauteur de 4 000 €. Mais ça, pour les contrats après le 1er novembre 2020 et en effet suivant un décret à venir. Donc, on a vu le référent handicap, vraiment cheville ouvrière, la majorité des contrats, hein, c'est pas neutre. Le référentiel d'accessibilité des CFA, ça c'est le grand pendant de la loi du 5 septembre, avec, donc là vous l'avez en bleu souligné, ça veut dire que c'est un lien, donc vous pourrez cliquer et le consulter. Le montant imparti ne me permet pas de vous le présenter, mais par contre, plutôt aussi renvoyer sur la certification qualité Calliope, hein, qui est aussi donc à réaliser avant 2022, mais qui, dans ces indicateurs que je vous cite, justement démontre, enfin certifie que le CFA suit bien ce référentiel d'accessibilité. Donc pour ceux en effet qui veulent commencer à avoir une certaine vision, la vision de ce référentiel d'accessibilité est intéressante, mais après il faut passer à l'action et j'en doute pas de la part des CFA, et en effet voir à la certification en effet de la certification qualité sur ces différents indicateurs qui sont liés
l'indicateur 20, c'est le référent apprentissage, mais vous en avez plein d'autres sur l'information et les compétences et le suivi aussi, qui prennent en compte complètement le référentiel d'accessibilité des CFA et des organismes de formation. Donc voilà, vous pourrez le consulter et consulter aussi le très bon guide sur le site du ministère du Travail sur la certification qualité Calliope et chacun des différents indicateurs. Donc c'est pour ça que je fais que les lister. Enfin, au niveau régional, comme vous disiez, Sophie Nègre, nous ne sommes pas en retrait puisque le plan de dans le cadre du PRITH Occitanie, puisque le plan de mobilisation pour l'accès des personnes en situation de handicap à propos de apprentissage mobilise en effet en ce moment les CFA et les référents handicap des CFA autour d'un questionnaire sur les besoins d'accompagnement de ces référents handicap. Donc ces travaux sont en cours et bien sûr nous amèneront plus de lisibilité pour l'action de ces besoins d'accompagnement éventuel des référents handicap dans l'exécution de leur mission. Slide suivante. Donc en effet, le contrat d'apprentissage, c'est le fameux trépied. On a commencé par le trépied TSCFA, mais on va aborder bien sûr les deux autres composantes du trépied, c'est-à-dire la personne en situation de handicap et l'employeur, qui constituent les deux autres branches du trépied. Donc en effet, souligner à nouveau parce que la concertation qu'on a eue auprès des Cap Emploi a montré en effet que le fait qu'il n'y ait pas de limite d'âge pour l'entrée en apprentissage, ce n'était pas quelque chose qui était vraiment ni très bien intégré par les publics, ni encore moins par les employeurs. Donc, ça a l'air un petit peu très sommaire de le rappeler, mais en effet, rappelons-le, encore une fois, puisqu'il me semble, c'est toujours ou quelquefois un sujet d'étonnement. Donc, un salaire porté à 100% du SMIC à partir de 26 ans, c'est vrai que les calculs montrent qu'à partir de 26 ans, on atteint même 100% du SMIC, un enseignement à distance. Bon, là, c'est vrai qu'on est tous à présent dans le à distance et dans le distanciel en voie de devenir spécialiste, mais en effet, gageons que ça sera d'autant plus favorable pour le développement de l'enseignement à distance dans les CFA pour les personnes en situation de handicap. En tout cas, elles peuvent plus que d'autres, en tout cas, le revendiquer. Possibilité d'allongement des contrats jusqu'à 4 ans, bien sûr. Bon, ça, c'est important pour suivre le rythme propre à chaque personne en situation de handicap et en même temps, bien sûr, des aménagements de temps de formation et de travail, mais donc sur lequel reviendra tout à l'heure M. Borges, mais c'est vrai que tout sur proposition du médecin du travail, temps de formation, de travail, pédagogique aussi, donc quelque chose de très 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 important. Donc là ici on est à la fois sur les personnes et sur les employeurs, plus en direction des personnes. Rappelons en effet qu'il y a majoration du CPF pour les personnes demandeurs d'emploi, mais aussi ça s'applique à tous salariés du secteur privé et donc aux apprentis aussi, qui est fixée, elle, pour les personnes en situation de handicap. Il y a cette majoration de 300 € dans la limite de 800 € par an, donc en effet plus que tout un chacun qui est encore à 500 €.
Concernant les deux, à la fois personne et employeur, rappelons qu'après le contrat d'apprentissage, donc particulièrement pour ceux qui terminent actuellement dans cette période leur contrat d'apprentissage, il est possible d'embaucher la personne en CDD de plus de 3 mois ou en CDI en bénéficiant de la MET. Là aussi, vous avez le lien qui vous renverra sur la description de cette aide pour l'embauche de personnes en situation de handicap. Donc, en effet, là, on voit bien au terme de ces 2 slides et donc des documents que vous pourrez consulter que les conditions sont quand même plutôt réunies pour enclencher en effet cette mobilisation et cette augmentation en effet du côté statistique que décrivait mon collègue Pierre Molérac. Merci. Merci, Monsieur Lopez. Petite parenthèse en réponse à une question posée. Vous aurez bien sûr le support qui vous sera adressé, ce qui vous permettra de pouvoir consulter notamment les liens qui ont été indiqués par les différents intervenants. Et puis j'ai aussi vu à un ou deux moments que certains avaient levé la main dans le fil. N'hésitez pas à poser des questions écrites dans le fil de questions-réponses. On pourra y répondre peut-être à l'issue des interventions. Voilà, donc je propose maintenant d'aborder le sujet des aides et mesures mobilisables auprès de la GFIP et du FIPHFP en faveur de l'apprentissage des personnes en situation de handicap, avec d'abord Madame Blanc, Nadine Blanc de la GFIP, pour ce qui concerne donc les apprentis du secteur privé. Bonjour. Tout d'abord, au vu aussi de vos retours, nous avons souhaité vous repréciser quels étaient les bénéficiaires de l'offre de services et des aides de la GFIP. Donc, qui peut bénéficier des aides? Les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc, quand on parle de personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi, ce sont des personnes qui sont bénéficiaires au sens de la loi. Donc, les travailleurs qui sont reconnus en situation de handicap par la CDAPH, c'est la Commission des droits et de l'autonomie des personnes. Les titulaires d'une pension d'invalidité, donc j'ai laissé les acronymes, donc pays pension d'invalidité, dont l'invalidité réduit au moins de 2/3 leur capacité de travail. Les victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles qui bénéficient d'une incapacité permanente d'au moins 10%. Les titulaires d'une carte de mobilité inclusion, c'est la carte qui remplace anciennement la carte d'invalidité, connue sous le nom de carte d'invalidité. Et les bénéficiaires, les titulaires de l'allocation adulte handicapé. Également peuvent bénéficier des aides et des prestations de la GFIP les personnes qui ont engagé cette démarche, qui n'ont pas encore obtenu le justificatif, mais qui sont effectivement dans une démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Se rajoutent à ces critères des critères qui sont purement de contexte. C'est des aides qui sont adressées aux personnes qui résident sur le territoire français ou qui travaillent dans une entreprise basée sur le territoire français. Des aides également qui sont destinées à des personnes âgées à minima de 15 ans. Une petite précision qui va au-delà du contexte qui nous rassemble, qui nous réunit aujourd'hui. C'est une offre qui exclut les stagiaires de centres de rééducation professionnelle, de CRP, sachant qu'on déroge pour ces publics dès lors qu'ils préparent la sortie de la formation en CRP. Donc, il est envisageable pour eux de nous solliciter 9 mois avant la fin de la sortie. Et ne peuvent bénéficier de nos aides les usagers d'ESAT, d'établissements et services d'aide par le travail. Concernant les entreprises, donc les entreprises qui peuvent nous solliciter pour leurs salariés, bien entendu, bénéficiaires de l'obligation d'emploi ou en voie d'être reconnus bénéficiaires, ce sont les entreprises de droit privé ou relevant du droit privé, à savoir que les entreprises qui sont signataires d'un accord agréé de branche, de groupe, ou d'entreprises qui ont atteint le taux de 6%, donc c'est l'obligation d'emploi définie par la loi, redeviennent éligibles aux aides de la GFIP.
tant qu'elles n'ont pas atteint ce taux, elles ne peuvent en bénéficier, mais dès lors qu'elles qu'elles dépassent le taux d'emploi ou qu'elles l'atteignent, elles peuvent bénéficier au regard du périmètre de leur accord. Les entreprises adaptées, qui ne sont pas concernées, pour les salariés qui ne sont pas concernés par l'aide au poste, peuvent nous solliciter. Les structures d'insertion par l'activité économique, les organismes de droit privé qui accueillent un jeune volontaire dans le cadre d'une mission CIVIS et bien entendu les travailleurs handicapés qui exercent une activité indépendante, les TIH. Donc là, voilà, je vous ai balayé le contexte qui peut en bénéficier. Donc, on va passer effectivement sur un focus sur les aides exceptionnelles qui ont été mises en place par l'AGFIP. Donc, pour ma part, je vais vous présenter ces aides qui ont été déployées au regard de la crise sanitaire en vue de favoriser la reprise d'activité, mais également effectivement de pallier aux difficultés qui ont pu être générées et qui sont toujours générées par la crise sanitaire. Donc, en cohérence avec les mesures prises par l'État et présentées précédemment par M. Molérac, les aides exceptionnelles de l'AGFIP sont prolongées et peuvent être mobilisées jusqu'au 28 février 2020. Les caractéristiques communes de ces aides, ce sont des aides qui, contrairement à pour ceux qui connaissaient les aides qui vous seront présentées par la suite, ce ne sont pas des aides qui sont spécifiquement prescrites. Bien entendu, elles peuvent être sollicitées par les conseillers à l'emploi, mais elles ne sont pas obligatoirement prescrites. Ce ne sont pas non plus des aides qui ont vocation à s'inscrire en stricte complémentarité avec le droit commun, mais sachant que, bien entendu, quand on parle de complémentarité, elles sont cumulables avec les aides de droit commun, mais pas obligatoirement complémentaires. Mais elles ont été travaillées avec les aides, avec l'État, en complément, effectivement, quand même, des aides qui ont été déployées par l'État, notamment l'aide majorée à la conclusion d'un contrat d'apprentissage, mais j'y reviendrai. Juste une dernière précision, ce sont des aides qui n'obéissent pas à une logique spécifique de compensation du handicap et elles ne s'appliquent pas non plus de manière rétroactive. Elles s'appliquent, je veux dire, contrairement aux autres aides, de manière rétroactive et donc peuvent être sollicitées sur présentation d'une facture. Donc, concernant effectivement ces différentes aides, tout d'abord, deux grandes aides. Une aide majorée qui vise à favoriser la conclusion de contrats d'apprentissage. Je ne vais pas rentrer car le temps imparti est très court. Donc, j'ai essayé de vous faire une présentation qui reprend les grands points de ces différentes aides. Donc, une aide majorée qui vient favoriser la conclusion de contrats d'apprentissage. Nous avons aussi, l'AGFIP a déployé une aide qui vise également à soutenir l'emploi et les personnes qui sont déjà en emploi en contrat d'apprentissage, soutenir les employeurs pour éviter la perte d'employabilité qui pourrait résulter de la crise sanitaire. Donc, de la même manière, effectivement, cette aide-là, par contre, elle est uniquement mobilisable par des employeurs de moins de 250 salariés. À ces aides se rajoutent des aides pour favoriser la mise en place du télétravail, subie liée à la crise sanitaire. Elle ne peut être mobilisée par des employeurs qui ont déjà qui se sont déjà engagés sur la mise en place du télétravail en amont de la crise sanitaire. Et également, nous proposons pour les employeurs des aides à la prise en charge des surcoûts des équipements de prévention qui sont nécessaires pour leur public en situation de handicap et pour mettre en place les mesures barrières, mais mesures barrières qui sont spécifiques. Pour vous illustrer mes propos, par exemple, pour une personne qui serait déficiente auditive et sourde, ce serait l'acquisition de masques qui permettent effectivement, de masques transparents. Donc qui sont vraiment spécifiquement adaptés à une problématique rencontrée. Et pour finir, concernant les aides dédiées aux entreprises, l'aide à l'accueil, intégration et l'évolution professionnelle, cette aide peut être à nouveau sollicitée par les employeurs pour les employeurs dès lors qu'il y a un changement, une évolution qui sera engendrée par le contexte de crise sanitaire.
Dans ce cas-là, effectivement, pour tout, l'AGFIP peut prendre en charge tous les frais qui seront engendrés par l'accompagnement et pour l'accompagnement des personnes en lien avec peut-être un changement ou une évolution professionnelle liée à la crise. Directement pour les personnes en complément et notamment pour leur partie en formation, dans le cadre de l'alternance, il est possible de les aider à prendre en charge les frais d'équipement liés à la mise en place du télétravail et de la formation à distance. Et également, il est envisageable, il est possible de prendre en compte le surcoût qui serait lié au déplacement pour des personnes qui, du fait de leur situation de handicap et de leur fragilité, ne peuvent emprunter les transports en commun et sont obligés de passer par des déplacements individuels. Globalement, en bas de page, vous avez un lien qui vous permet d'accéder au formulaire pour solliciter les aides de l'AGFIP, au guide détaillé de toutes ces aides. Et puis, n'hésitez pas, à l'AGFIP, nous sommes là également pour vous répondre et vous conseiller sur la mobilisation de ces aides. J'ai essayé de faire bref dans le temps imparti. Je suis désolée, j'ai un peu dépassé. Merci Madame Blanc, pas de souci. Et je donc laisse la parole à Madame Lucie Bousquier pour l'apprentissage public. Oui, bonjour. Merci. Donc, je vais essayer d'être synthétique également concernant les dispositifs et mesures d'aide proposés par le SPHFP. L'apprentissage est une priorité depuis longtemps pour le SPHFP. À titre d'information, à l'occasion des 15 ans du SPHFP, cette année, le SPHFP a engagé une tournée nationale intitulée « Cap sur les compétences, cap sur l'apprentissage » pour mettre en avant son engagement et promouvoir ce dispositif. Donc les bénéficiaires, je ne vais pas reprendre le détail qu'a fait Madame Blanc. Au niveau des salariés, il faut avoir un titre justifiant du statut de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Il y a une certaine souplesse au niveau du SPHFP pour les personnes qui seraient engagées dans une démarche, qui n'auraient pas encore ce titre, mais qui pourraient justifier être issues d'une scolarité spécialisée, du secteur protégé ou adapté, ou pour lequel la famille aurait perçu l'allocation d'éducation pour un enfant handicapé. Au niveau des employeurs, il s'agit de tous les employeurs publics, qu'ils soient issus de la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière. Juste à titre d'information et à titre d'expérimentation pendant 5 ans, la fonction publique dans son ensemble va pouvoir expérimenter un dispositif de titularisation directe des personnes ayant réalisé un apprentissage et cette titularisation pourrait prendre effet à l'issue du contrat d'apprentissage. Donc, au niveau des mesures proposées par le SPHFP, je sais pas, je n'ai pas la main. Oui, ça y est, j'ai avancé le diaporama normalement. D'accord. Donc, il y a des aides à la rémunération et au coût de formation. Donc, le SPHFP prend en charge 80% de la rémunération brute restant à la charge de l'employeur et intégrant les charges patronales. Il intervient dans la prise en charge des frais de formation pédagogique dans la limite de 10 000 € par an et par cycle de formation sur 3 ans maximum. Il propose des aides aux surcoûts techniques et pédagogiques chez l'employeur et au sein du CFA. Donc, les surcoûts des aménagements nécessaires à l'aménagement de l'environnement de travail et de formation pour l'apprenti, dans la limite d'un plafond de 10 000 €. Des aides pédagogiques visant à soutenir l'apprenti tout au long de son parcours via une aide humaine, que ce soit chez l'employeur ou au sein du CFA, donc qui est limité à 520 fois le SMIC horaire brut. Donc ça peut permettre un suivi socio-pédagogique, des aides à la prise de notes, à l'apprentissage des cours par exemple, ou à la répétition. Donc, au niveau de la slide suivante, donc, il y a également des aides au surcoût des frais de déplacement et d'hébergement et de restauration du fait de la situation de handicap de l'apprenti.
durant tout son cycle de formation, qui sont limités à 150 € par jour. Des aides à la rémunération et à la formation du maître d'apprentissage. Donc, la possibilité de mobiliser une indemnité pour le maître d'apprentissage afin de compenser le temps supplémentaire nécessaire à l'accompagnement de l'apprenti qui est en situation de handicap. Des frais de formation du maître d'apprentissage s'il nécessite d'être accompagné pour la compréhension, l'intégration du handicap de l'apprenti. Donc là, c'est limité à 2 000 € par an et 5 jours maximum. Au niveau des primes, donc le SPHFP peut permettre de prendre en charge et rembourser à l'employeur 2 primes. Donc une prime forfaitaire de 1 525 € qui est destinée à l'apprenti afin de faciliter son entrée en apprentissage et peut-être l'aider dans un équipement, notamment un trousseau professionnel pour certaines formations professionnelles, ou financer, participer au financement du permis de conduire si c'est nécessaire. Une prime versée en cas d'insertion durable à l'issue du contrat d'apprentissage. Donc, si l'employeur conclut avec l'apprenti un CDD d'au moins 12 mois ou un CDI ou une titularisation, il pourra percevoir une prime de 1 600 €. Donc, les aides du FIP interviennent toujours en complémentarité des dispositifs de droit commun et sont toujours versées directement à l'employeur. Qui, pour ce qui est par exemple de la prime, reversera le montant à son apprenti. En sus des aides spécifiques que je viens de détailler, en fait, il y a tout un tas d'autres panels d'aides complémentaires qui sont mobilisables aussi pour les apprentis en fonction de leurs besoins spécifiques. Merci Madame Bousquier. Et juste pour finir, effectivement, en lien avec la crise sanitaire, le FIP intervient aussi par rapport à la prise en charge des masques inclusifs. Vous pouvez retrouver toutes ces aides sur le site du FIP et accéder au catalogue des aides détaillées. Très bien, je vous remercie. Et donc, je propose de passer au point suivant relatif aux mesures en faveur de la compensation du handicap, et laisse donc la parole à Monsieur Patrick Borde de la GFIP sur ce dernier point. Bonjour. Alors, vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord, très bien, je vous remercie. Alors, j'ai 5 minutes, hein, c'est ça? Oui. Bon, c'est un vrai challenge quand même que de vous présenter nos aides et services en faveur de la compensation du handicap en 5 minutes. Donc, j'ai opté de pouvoir vous donner plutôt une vision globale et synthétique de ces aides sans rentrer dans le détail pour chacune d'elles. Et c'est pour cela que j'ai joint également, excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne, je n'avais pas prévu ça. Excusez-moi. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai joint donc à l'intérieur de la présentation un lien qui vous permettra d'accéder au guide de nos aides qui est accessible en ligne et qui est détaillé sur chacune des aides. Alors tout de même un tout petit propos introductif pour dire que les outils et les aides mobilisables de la GFIP sont de différentes natures en fonction de plusieurs critères, notamment en fonction de la situation de la personne en situation de handicap, à savoir si elle est en entreprise ou en formation par exemple, mais également si l'on est en amont d'un projet d'insertion ou de formation ou plus en aval. Elles sont également de nature différente en fonction de la complexité de la situation, parce qu'il faut pouvoir aussi bien traiter les situations complexes que les situations plus simples. Ça peut être également complexe lorsqu'il y a nécessité de faire appel à plusieurs ressources pour trouver justement la solution de compensation. Donc, ces aides s'adressent soit à des personnes en situation de handicap qui sont en entreprise, soit à des personnes qui sont en formation. Et donc, cela prend tout son sens lorsqu'on est justement en contrat d'alternance. Je voudrais noter également, parce que je n'y reviendrai pas, que certaines des aides sont prescrites par les OPS, des organismes de placement spécialisés, alors que d'autres peuvent être mobilisées directement par une entreprise ou un bénéficiaire. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, les AST, qui sont les aménagements des situations de travail, doivent permettre de compenser le handicap en emploi sur prescription du médecin du travail.
Donc, c'est une aide qui n'est pas plafonnée, que tout le monde connaît bien, qui se fait sur demande de l'employeur et qui peut être renouvelable sous condition. En amont d'une AST, c'est-à-dire en amont de l'aménagement du travail, il peut être parfois nécessaire de réaliser une étude préalable à une AST. Et donc, cette étude permet de faire réaliser une étude ergonomique, lorsque l'environnement de travail, l'organisation du travail ou même l'étude du poste peuvent présenter une certaine complexité. La deuxième des aides, c'est la PAC, donc la prestation d'analyse de capacité. Alors, c'est une prestation qui est mobilisable en amont de la phase d'insertion et il s'agit ici de permettre de mesurer l'adéquation projet handicap et d'apporter un éclairage sur les capacités de la personne en situation de handicap au regard de tâches ou d'activités à réaliser ou d'activités qui seraient envisagées dans le cadre du futur projet. Autre prestation, donc la prestation d'appui spécifique, la PAS. Donc, il s'agit ici de pouvoir apporter un appui expert par type de handicap au conseiller à l'emploi, référent de parcours, de sorte à pouvoir identifier les conséquences du handicap au regard du projet professionnel de la personne et de permettre la mise en œuvre des moyens de compensation. Et ici, les prestataires qui interviennent aussi bien sur le champ visuel, auditif, moteur, mental, psychique et même au niveau des troubles cognitifs peuvent être sollicités à différents moments du projet, donc aussi bien au moment de l'insertion qu'en formation ou qu'en emploi. Les aides suivantes, donc les aides à la compensation, quant à elles, elles ont pour objectif de favoriser l'autonomie de la personne en répondant aux besoins de la compensation, et ceci en complémentarité du droit commun, notamment de la PCH, qui est une prestation de la MDPH. Alors, elles sont au nombre de 4, ces aides, et elles permettent de prendre en charge tous les surcoûts qui vont être liés au handicap. Alors, la première d'entre elles, c'est l'aide technique. Donc, ça permet d'acquérir notamment des équipements spécifiques. La seconde, c'est les aides au déplacement, notamment de permettre de financer un transport adapté ou des frais de taxi pour une personne qui a des problèmes de mobilité. La troisième de ces aides, c'est l'aide humaine. C'est en fait une intervention d'un tiers pour réaliser un geste en formation ou en emploi. Et la quatrième de ces aides techniques, donc, c'est la prothèse auditive. Donc, c'est une aide à l'appareillage auditif ou un appareillage ou les deux. Enfin, quelques mots sur la ressource handicap formation. Donc, c'est un service qui existe depuis pratiquement 2 ans. Donc, c'est un service à l'origine qui a été proposé par l'AGEFIP et qui est piloté par la région, l'État, Pôle emploi, l'AGEFIP donc, et le FIP, et qui permet aux personnes en situation de handicap de mieux accéder aux formations de droit commun en prenant en compte le handicap le plus en amont possible de l'entrée en formation. Donc, c'est ça l'enjeu. Et l'objectif, il est de la prestation, c'est de proposer un appui conseil, d'une part pour compenser le handicap en amont d'une entrée en formation, je disais, et donc là pour des situations individuelles, lorsque nous sommes alertés. L'objectif, c'est également d'accompagner les OF et les CFA à mieux répondre à leurs obligations en termes d'accessibilité et de compensation du handicap. Et le troisième volet, c'est la professionnalisation des acteurs de la formation. Et on propose également des formations référents handicap à l'ensemble des OF et CFA de la région. Juste pour conclure sur ce service, donc moi je suis la personne donc qui peut être contactée au nom de la GFIP, et notre prestataire Nathalie Bail peut être contactée sur la partie plus opérationnelle sur le terrain. Et pour dire que l'enjeu, donc après on va dire 18 à 24 mois d'existence,
l'enjeu, mais qui est aussi un objectif de réussite pour nous, c'est de pouvoir mettre en œuvre la solution de compensation le plus en amont possible de l'entrée en formation, car malgré toutes les informations qu'on peut donner, toutes les garanties qu'on essaie d'offrir, souvent, on est encore sollicité tardivement lorsque la personne est déjà entrée en formation. Donc, on essaie de trouver des solutions, mais ce n'est pas forcément les situations les plus idéales et qui garantissent la sécurisation des parcours. Voilà, 5 minutes, je pense. 10 minutes. Parfait. Merci, monsieur Borde. Donc, on est arrivé à ce stade au terme des éléments qu'on souhaitait vous présenter ce matin. Peut-être peut-on répondre à quelques questions s'il y en a. N'hésitez pas à les… Monsieur Leclerc, avant de passer à la partie questions-réponses, je souhaiterais intervenir très brièvement. Bien sûr. L'enjeu, effectivement, de l'ensemble de ces interventions, c'était de vous montrer, vous l'avez compris, en fait, l'ensemble du panel de solutions qui peut être mobilisé pour favoriser l'entrée en apprentissage des bénéficiaires, que ce soit d'un point de vue jeune ou moins jeune d'ailleurs, puisqu'on a vu que sur l'apprentissage adapté, il n'y a pas cette notion d'âge qu'on peut avoir sur les personnes valides, et puis de montrer aussi le panel de solutions qui est mobilisable pour les employeurs pour favoriser effectivement l'entrée dans un apprentissage. Donc, et l'enjeu de ces présentations croisées, c'était que vous puissiez aussi avoir des personnes ressources qui peuvent être contactées lorsque vous avez des questions spécifiques et qui nécessitent effectivement un échange bilatéral et spécifique compte tenu des situations. Et je crois que le maître mot, c'est quand on a une situation de cette nature, c'est l'anticipation. Pour que l'insertion de la personne puisse réussir et que les différentes catégories d'aide puissent se mettre en place dans de bonnes conditions. Je vais laisser la place aux questions-réponses. Tout à fait. Donc, aux questions que vous pouvez poser par écrit, je le redis, dans le fil de questions-réponses, on essaiera de répondre oralement dans l'échange ou le cas échéant peut-être par écrit à la suite du webinaire. Alors, j'ai vu passer tout à l'heure une première question sur le type de qui demandait à préciser le type de compensation pouvant être pris en charge. A priori, la réponse a été donnée. Donc, voilà, si la personne qui a posé cette question peut bien nous confirmer dans le fil que c'est bon pour elle et qu'elle a eu la réponse au travers des propos, notamment de M. Borde, ce serait bien. Et donc, une question pour aborder le rôle du référent handicap, peut-être Monsieur Lopez éventuellement, vous voulez redire un mot sur le référent handicap de CFA, bien sûr, excusez-moi, une personne à qui on propose de le devenir, en l'occurrence, qui vous pose cette question. Oui, en effet, de toute façon, c'est bien une nomination par le CFA de son référent handicap. J'allais dire, je creuserai un petit peu ce que j'ai dit et qui nous remonte à travers les différentes concertations avec le service public de l'emploi, de ce qu'ils voient sur les CFA. C'est en effet d'être une ressource et donc d'avoir les capacités de liaison avec les différents collègues enseignants, formateurs du CFA. C'est vrai que la personne elle a à résoudre des problèmes quotidiennement sur telle ou telle personne. C'est vrai que la capacité de trouver une résolution de problème est importante, mais c'est vrai que la capacité d'animer et d'avoir ce côté un petit peu pédagogique en direction d'une équipe, c'est aussi très important. Et c'est vrai que pour l'instant, le côté référent handicap, c'est résoudre des problèmes émanant de différents points et de différents jeunes ou de moins jeunes du CFA et de les résoudre au mieux. Ça, c'est vraiment la base. Mais
mais ensuite avoir cette accaparation et cette culture handicap et de pouvoir la partager avec les différents membres des équipes pédagogiques, ça c'est vraiment j'allais dire, le deuxième point très très important et qui n'est pas souvent mis en œuvre devant, en effet, le temps souvent très mince qui est gardé aux référents handicap. Donc c'est vrai que les référents handicap ne font pas que ça, ils ont d'autres fonctions. Et c'est vrai que la négociation du temps de référent handicap doit être aussi vraiment au centre de ce que propose le CFA à la personne qui sera retenue comme référent handicap. Voilà, je pense vraiment avoir fait le tour. De toute façon, vous avez un renvoi, bien sûr, sur la fiche de poste du référent handicap à travers le lien. Mais c'est vrai que, et puis inspirer aussi, donc j'ai dit le côté pédagogique, mais aussi inspirer tous les travaux d'adaptation pédagogique des contenus. Ça, c'est aussi vraiment une fonction très, très importante à mener. Et donc, ça aussi, c'est un travail d'équipe à mener avec les collègues, les collègues formateurs, de refonte, en effet, des contenus avec en leur apportant en effet les meilleurs moyens en effet en direction des formateurs de refondre leur contenu de façon à ce qu'en effet il soit accessible. On est bien dans le cadre d'une accessibilité universelle, accessible en effet à la plupart des handicaps. Et c'est vrai que il y a différentes ressources qui ont été publiées pour en effet suivant le type de handicap. Et puis bon, il y a tous les conseils, la ressource handicap formation, mais aussi d'autres ressources qui sont mobilisables au niveau régional pour aider et pour appuyer. Et c'est vrai que l'enquête, on espère, nous fera des remontées dans ce sens pour appuyer en effet les besoins de qualification supplémentaire de ces référents handicap. Merci, Monsieur Lopez. Je prends les questions dans l'ordre chronologique de leur arrivée. Une question sur le fait de savoir si le CFA peut lui-même faire la demande d'aide pour les entreprises. En disant le déclenchement des aides doit se faire à la demande des entreprises directement, ou le CFA peut-il faire la demande pour les entreprises? Peut-être Madame Blanc, Madame Bousquier, éventuellement. Du coup, ou peut-être après Patrick, alors peut-être juste je vais permettre un petit complément à la réponse apportée par Monsieur Lopez. Effectivement, au-delà du questionnaire, nous proposons dans le cadre effectivement du sujet des référents handicap au sein des CFA, des formations qui sont justement l'objectif, effectivement, c'est de partager sur cette question-là du rôle et effectivement de pouvoir appréhender le nouveau référentiel qui précise les fonctions. Donc, un programme de formation a dû être adressé, vous avez dû le recevoir concernant effectivement cette proposition de formation complémentaire. Pour en revenir effectivement sur qui peut solliciter les aides, et Patrick complétera également peut-être ma réponse, effectivement, comme on vous le précisait, les aides de la GFIP sont sollicitées par le biais donc, des conseillers à l'emploi du service public à l'emploi, par les personnes ou par les entreprises si cela concerne des aides que l'on identifie comme non prescrites. Par contre, pour la RHF, et du coup là je passerai la parole à Patrick, effectivement, elle peut être mobilisée par le CFA. Et du coup Patrick, je te passe la… Non, mais tu as tout dit. Le service ressources handicap formation, donc c'est un service qui est non prescrit
Et à ce titre, donc, chacun peut le solliciter ou le questionner. Le CFA, l'organisme de formation, une entreprise, la personne elle-même, un prescripteur. Et c'est un service qui est là pour aider à rechercher une solution. Ce n'est pas un service qui fait à la place d'eux, ce n'est pas une aide de la GFIP lambda ou un financement. Non, c'est une ressource et qui va aider un peu comme un ensemblier à trouver une solution et avec chacun à sa place en fait et ses responsabilités. Et nous, lorsque nous sommes sollicités ou lorsque nous sommes alertés, de notre côté, on met en place rapidement les aides les aides financières qui seraient nécessaires à l'aménagement ou à des adaptations de la formation. Merci. Je propose de passer à la question suivante, qui est proche d'ailleurs, relative à la prescription des PASS, les prestations d'appui spécifiques, en demandant si, avec la mise en place des référents handicap, serait-il envisagé que les CFA deviennent également prescripteurs des PASS, donc au même titre que les CAP emploi. C'est pas prévu, mais le référent handicap du CFA est en lien avec le prescripteur et donc il y a un échange qui existe et de fait, il n'y a pas de frein à ce qu'on puisse être sollicité dans le cadre d'une prescription. Voilà. Mais de toute façon, c'est quand même fait en amont. Donc, le prescripteur est censé solliciter une passe en amont ou au moment de l'entrée en formation. Merci. Une question sur le fait de savoir si les entreprises sont sensibilisées, informées sur les aides dont elles peuvent bénéficier. Va-t-il y avoir une vague d'opportunités en lien avec ces dispositions? Voilà, sur l'information des entreprises sur les aides à l'apprentissage. Oui, alors sur ce sujet-là, effectivement, il y a une très forte mobilisation de communication sur l'ensemble des aides qui sont mobilisables dans le cadre notamment du plan Un jeune, une solution, mais pas que, dans le cadre du plan de relance. Là, on est sur un webinaire à destination de professionnels qui ont dans leur portefeuille à la fois de l'accompagnement des personnes, mais qui peuvent aussi être positionnés en relation entreprise. Et donc, l'objectif, c'était de vous présenter le panel des offres et que vous puissiez, vous, dans votre lien avec les entreprises, vous faire l'écho de l'ensemble de ces aides mobilisables et d'avoir aussi des personnes un peu référentes pour pouvoir un peu vous guider aussi, puisqu'on a quand même une matière assez foisonnante. Donc, l'objectif, effectivement, de ce webinaire, c'était ça. Mais en tout cas, les entreprises sont sensibilisées de façon très, très forte, notamment par le biais de leur fédération ou de leurs adhérents et de leurs représentants. Mais on entend bien, effectivement, par le biais de ce webinaire, vous sensibiliser aussi avec un effet un peu domino et pyramide pour que vous puissiez aussi les mettre en lumière et faire que le déclencheur puisse se mettre en place pour favoriser l'embauche des personnes. Merci. Une question également sur le fait de savoir s'il est prévu une présentation des résultats de l'enquête menée actuellement par le PRIDH auprès des référents handicap sur leur identification de leurs besoins. Pour le moment, et je laisserai peut-être Franck Lopez compléter, on est vraiment dans une phase de collecte, donc l'enquête n'est pas terminée. Donc l'objectif, bien sûr, c'est de pouvoir, à l'issue de son exploitation, tracer un certain nombre d'actions. Quelle est la genèse en fait de cette enquête? On a des référents handicap dans les CFA qui sont mis en place et qui peuvent avoir effectivement une fiche de poste qui s'apparente au référentiel qui a été mis en place dans le cadre de la réforme de 2018, puisque dans la région Occitanie, il y avait déjà une forte mobilisation sur ce sujet, notamment via la GFIP, le FIP et le Conseil régional. Donc, l'idée, c'est de voir aussi si ces fonctions-là ont pu être maintenues et dans quelles conditions. Et puis, on a aussi comme le réseau des CFA et aussi le réseau nouveau des OFA qui se met en place dans le cadre de cette animation peuvent être aussi mobilisés. C'est qu'on ait un réseau de référents handicap qui sont un peu homogènes et qui travaillent sur les mêmes sujets.
et donc de faire en sorte qu'il y ait un réseau qui puisse se mettre en place et un réseau de professionnels. Donc, dès lors que les résultats de l'enquête pourront être présentés, bien sûr, ce sera un des sujets prochains, peut-être d'un webinaire prochain, mais l'objectif, ce sera vraiment de partager ces résultats et puis de tracer surtout des actions concrètes pour favoriser la bonne mise en place de leur rôle. Merci. Alors, on arrive au bout d'une part des questions posées, sauf une dernière qui vient d'arriver. Un support récapitulatif sur les aides mobilisables ainsi que les modalités de demande. Peut-être je me permets de redire qu'encore une fois, vous aurez le support de présentation qui vous sera adressé, notamment du coup les liens qui renvoient vers l'ensemble des guides et des ressources utiles pour récapituler les aides et les modalités de demande de ces aides. Je pense que ça répondra à votre question. La vocation aussi de ce webinaire, c'est de vous mettre en relation. Donc, si effectivement les différentes communautés professionnelles, que ce soit les conseillers des missions locales, les conseillers de Cap Emploi ou de Pôle Emploi et les différents interlocuteurs nécessitent effectivement dans leur communauté professionnelle d'avoir un échange plus bilatéral, par exemple avec la GFIP ou le FIP ou pour vraiment avoir une intervention un peu plus dédiée et qui aille un petit peu au bout. Je pense que l'idée, voilà, c'est de pouvoir vous mettre en relation aujourd'hui et de faire en sorte que via les réseaux régionaux, il y ait peut-être des actions spécifiques qui puissent être menées s'il y a un besoin qui est identifié de façon plus particulière. Très bien. Et peut-être peut-on redire aussi qui étaient, à vrai dire, les personnes inscrites pour suivre le webinaire, puisque la question a été posée également. Et, bon, voilà, vous étiez près un peu plus d'une centaine en fait, présents ce jour. Est-ce qu'on peut juste redonner les grands profils peut-être de vos en tant que participants? Oui, donc du coup, l'objectif, en fait, c'était les professionnels, donc les professionnels du SPE, donc les missions locales, Pôle emploi et les conseillers de Cap Emploi, les OPCO et puis les CFA qui ont participé en nombre. Donc, voilà, la cible, c'était vraiment professionnel, c'était pas bénéficiaire, c'était vraiment les professionnels du SPE au sens large, les OPCO et les CFA, pour à la fois faire un point sur la réglementation en tant que telle, la spécificité pour les personnes en situation de handicap et la présentation de l'ensemble de l'écosystème mobilisable. Alors, une question également sur le rôle du CFAS, que je vois dans le chat, du CFA spécialisé. Est-ce qu'un des intervenants souhaite répondre? Alors, le CFAS, effectivement, pour cette année, le CFAS, nous avons 2 CFAS en région Occitanie, un sur la partie Est, un sur la partie Ouest. Et je vois une question en fait qui est plutôt de synergie handicap au niveau du chat. En fait, les CFAS accompagnent les personnes en apprentissage et leurs employeurs sur une année complémentaire, c'est-à-dire c'est cette présentation qui vous a été faite d'un contrat d'apprentissage qui peut être prolongé ou d'une durée supérieure à un contrat d'apprentissage classique quand la personne est en situation de handicap. L'objectif, alors, ça peut être lors de cette année supplémentaire de travailler sur des savoirs de base, de travailler sur le fait que le contrat d'apprentissage puisse se faire dans des bonnes conditions et puisse aboutir effectivement au fait que la personne soit diplômée en fin de contrat d'apprentissage, mais également lever tous les freins qui pourraient être identifiés tant sur la partie en entreprise que sur la partie en formation. Après, je ne sais pas également quelles sont les attentes. C'est vrai que le fait de la réforme va impacter en direct les CFAS et l'existence des CFAS qui vont du coup se rapprocher et travailler en partenariat avec les référents handicap des CFA dans le cadre de la réforme et notamment dans le cadre de l'aide et du surcoût lié au contrat qui a été présenté en tout début de webinaire. Je ne sais pas si je suis très claire. Oui, et question complémentaire, est-ce qu'un CFAS peut être prescripteur de PASS,
prestations d'appui spécifiques. Tout comme pour les CFA, non, non, mais bien entendu, nous avons une proximité de partenariat avec les CFAS, donc ils peuvent se rapprocher de la GFIP, mais comme le disait très justement Patrick Borde, les PAS ont vraiment une vocation à être mobilisés, à anticiper les problématiques qui pourraient survenir tant dans la partie en centre de formation que dans la partie en entreprise. Donc, c'est vrai qu'une fois en apprentissage, bien entendu, on peut mobiliser les PAS, mais elles nécessitent vraiment quand même un accompagnement qui peut être assez long dans le temps, enfin long, de plusieurs semaines. Et c'est vrai que la mobilisation d'une PAS en urgence peut se faire, mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de l'anticiper et donc de ce fait qu'elle soit mobilisée par les acteurs du SPE. Après, globalement, il vaut mieux en termes de réflexe, si une problématique apparaît, le bon réflexe, c'est solliciter la RHF. Ou la GFIP, après, bien entendu, mais la Voilà, RHF. ouais, comme le dit Nadine, ou la GFIP, à toute situation d'urgence, on doit pouvoir donner une réponse urgente. Très bien, merci. Urgence, plutôt. De demande également pour avoir les contacts des intervenants qui sont intervenus aujourd'hui, leurs coordonnées. Donc, je pense qu'on bien sûr on pourra les diffuser avec le support, bien évidemment. Comme le disait Mme Neg, l'objectif étant de créer des liens, c'est tout à fait logique. Et peut-être un point sur la formation de référents handicap. Est-ce que la formation sur le handicap est obligatoire pour être référent et en lien aussi avec la démarche Calliope, donc la certification qualité? Alors, la formation de référent, effectivement, permet aux organismes de formation au CFA de répondre aux critères qualité de Calliope et de Certif Région. Okay. La personne, en l'occurrence, explique que la certification ne pourra pas forcément être finalisée avant la fin d'année du fait du contexte. Est-ce que ce sera problématique pour Calliope? Certification handicap. Alors, je ne suis pas… Ce qui compte, c'est d'être engagé dans la démarche. On ne peut pas reprocher peut-être à un organisme de formation s'il est engagé dans la démarche volontairement, mais si du fait de la crise, ou enfin il y a des délais supplémentaires qui se sont instaurés, donc là il n'y aura pas de souci. Je ne peux pas répondre à une place du certificateur, mais bon, ce qui compte, c'est d'entrer dans cette démarche volontairement et non de manière contrainte. Voilà. Oui, il était, je reprends la parole, il était marqué 2022, que ça soit pas en effet, que ça ne mette pas de la confusion. C'est en effet là, pour s'engager, il faut commencer avant 2022, mais bien sûr que le temps de parcours, c'est comme n'importe quelle démarche qualité. Il y en a qui bouclent leur démarche qualité et qui demandent la certification au bout de quelques temps. D'autres, c'est plus long. Donc, bien sûr qu'il n'y a pas du tout de critères et de notes qui est donné à ceux qui terminent, enfin, qui bouclent leur certification qualité avant ou après. Le tout est d'être engagé, comme vient de le dire. Merci. Et puis un dernier point qui n'est pas vraiment une question, mais plus une remarque pour insister sur la problématique du temps pour le référent handicap. Effectivement, par rapport à une mission plurielle, comme il est remarqué, auprès des apprentis, de l'équipe pédagogique, des entreprises, des associations, des partenaires. Voilà. Monsieur Lopez l'a indiqué tout à l'heure, l'a souligné, cette problématique du temps, effectivement, est centrale. Je ne sais pas si ça appelle d'autres commentaires. Oui, enfin pas de commentaires, mais en tout cas, effectivement, on partage l'observation. Je pense que l'enjeu de la loi de 2018 et des éléments qui sont précisés dans le cadre du handicap, c'est d'arriver à faire système et faire en sorte qu'effectivement les problématiques qui sont liées au handicap soient bien intégrées et soient bien anticipées, et puis que l'ensemble en fait des interlocuteurs qui peuvent y apporter une solution fasse réseau.
Donc, il est clair que l'objectif en fait de la loi, c'est vraiment l'inclusion, donc d'aborder effectivement ces sujets comme n'importe quel autre sujet qu'on pourrait aborder pour une autre personne qui intègre un apprentissage et qui aurait une problématique spécifique. Donc, mais il est clair que le sujet du temps est un sujet important. Donc, peut-être que le fait de favoriser un travail en réseau pourrait aussi permettre voilà, de faciliter les choses, en tout cas pour les référents handicap des CFA. Un complément rapide, je pense qu'il est important effectivement de se rapprocher des structures qui accompagnent les demandeurs d'emploi pour l'emploi ou Cap Emploi, qui peuvent bien entendu, on évoquait notamment tout à l'heure la prescription auprès des CFAS, ce sont des pratiques qui sont déjà très récurrentes sur les territoires. Les Cap Emploi et les CFAS sont amenés à collaborer sur le positionnement des personnes notamment et sur la prescription des passes. Donc, je ne peux abonder dans le sens qui a été évoqué précédemment. L'anticipation des besoins permet d'assurer un suivi de formation et un déroulement de formation dans les meilleures conditions. Et pour cela, les différents prescripteurs ou les différents membres du SPE doivent se rendre disponibles pour pouvoir participer à cela. Merci. Je crois que nous arrivons au bout des questions et aussi au bout du temps qu'on avait prévu pour ce webinaire. Un mot de clôture peut-être, si vous le souhaitez, certains d'entre vous, ou pas forcément. Oui, moi, je voulais vraiment souligner votre participation. Vous avez été très nombreux à répondre présent effectivement à ce webinaire. Donc, ça veut dire qu'aussi il y a des attentes autour de ces questions. On l'avait anticipé, donc ce webinaire, c'est un premier travail, mais on espère qu'effectivement, ça pourra donner lieu à d'autres travaux et d'autres axes de mobilisation. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous aussi pour identifier s'il y a des sujets qu'on n'aurait pas abordés et qui devraient être creusés. C'était une première approche. Donc, et l'idée, c'est de continuer dans ce sens-là pour faire en sorte que la professionnalisation de l'ensemble des acteurs puisse être mobilisée dans de bonnes conditions. Donc, merci à vous, en tout cas, pour votre participation en nombre. Et en espérant que le contenu du webinaire vous aura satisfait et que ça puisse répondre, que ça ait pu répondre à un certain nombre de vos questionnements. Voilà, et je remercie l'ensemble des participants et des intervenants, donc la GFIP, le FIP, Pôle emploi, la RML, pour leur participation dans le cadre du PRIT à l'ensemble de ces problématiques qui, chacun en ce qui nous concerne, nous portent. Et donc, je vous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation et à cette mobilisation que vous entretenez dans le cadre du PRITH. Eh bien, merci à tous. Je vais donc clôturer la session en vous souhaitant une bonne fin de journée. Merci. Merci, au revoir. À tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.